Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu alias le Doc et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Chronique du Doc, le grand retour des chroniques après un petit moment d'arrêt puisque j'ai changé de stage et qu'il a fallu le temps que je me réadapte à mon nouvel environnement, que je retrouve un nouveau cadrage qui ferait rougir Tarantino. Merci pour vos commentaires, vous me faites toujours marrer. Et puis, nouveau rythme de vie, un stage un peu plus prenant, ma thèse qu'il va falloir que je soumette bientôt, un article en cours, bref, j'ai pas mal de boulot avec le taf, mais on va quand même essayer de faire cette série de vidéos, et donc voilà, il est 19h30, avant de partir du boulot, une petite chronique sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui, donc, de quoi on va parler? On va parler des rapports d'autopsie de Dallas McCarver et de Rich Piana. En fait, on m'a envoyé le rapport d'autopsie de Rich Piana, je l'avais déjà vu passer il y a un petit moment. Plusieurs personnes m'ont demandé de faire, pas forcément une chronique, mais d'expliquer un petit peu les résultats. Et là, le rapport de Dallas McCarver a été rendu public, et donc, en le voyant passer, il y a pas mal de questions, de commentaires sur les forums, sur Facebook, etc., là où ça circule, en rapport donc avec les causes du décès, les maladies cardiaques, etc. Beaucoup de spéculations, et donc je vais essayer de faire un petit peu le point. Donc au final, cette chronique, elle aura trois intérêts. Premièrement, c'est l'actualité. Deuxièmement, c'est de vous informer et de faire un petit point sur ces maladies. Et troisièmement, c'est un intérêt personnel puisque vous parlez beaucoup de maladies cardiaques, et je rappelle quand même à ceux qui me suivent que c'est mon métier, la cardiologie, c'est mon futur métier puisque je suis encore interne, mais c'est quelque chose qui m'intéresse grandement, et donc je suis très content de faire cette chronique. Un petit mot avant de commencer, les condoléances à ces deux personnes qui sont décédées. Encore une fois, cette chronique, elle n'a pas pour but ni de juger qui que ce soit, ni de vouloir manquer de respect, etc. C'est vraiment à but information, et on ne va pas vraiment s'attarder, contrairement au titre. Donc plutôt à but d'information, et on va donc très peu s'attarder finalement sur les rapports d'autopsie et sur les données personnelles, mais plutôt élargir un petit peu aux conséquences plus générales des stéroïdes anabolisants, des maladies et de la pratique de notre sport qu'est le bodybuilding, et à défaut le powerlifting, en tout cas tous les sports où on pousse de la fonte comme des bonhommes. Autre question qui revient pas mal, c'est où avoir le rapport d'autopsie, est-ce que ce sont des vrais, etc. Alors je peux pas certifier que ce sont des vrais. Tout ce que je vais dire dans cette chronique, c'est basé sur des sources internet, j'ai pas eu les documents en main propre. Encore une fois, je me base sur ce que je vois comme vous, sur les articles et sur ce qui est publié. Donc je ne peux pas garantir que ce soit exact, et donc si ce n'est pas exact, bien sûr, je m'en excuse. Le rapport d'autopsie, où est-ce qu'on peut l'avoir? Bien apparemment aux États-Unis, j'ai pas vérifié moi-même, mais on peut demander les rapports d'autopsie des personnes qui sont décédées et qui ont été autopsiées, c'est la loi. Et donc c'est comme ça que certaines personnes ont eu accès. C'est pas du tout quelque chose qui a fuité ou autre, mais c'est ça qui nous permet d'avoir les résultats. Le plan de la vidéo, comme toujours, premièrement, on va analyser ensemble les rapports d'autopsie de façon assez brève et voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire tous ces termes, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion. Encore une fois, ce sera bref. Deuxième partie, on va parler plus spécifiquement de la cardiopathie hypertrophique ou l'hypertrophie du cœur, le fait d'avoir un gros cœur, que ce soit lié à la musculation ou non. Troisième partie, donc toujours sur la cardiopathie hypertrophique, et cette fois-ci plus précisément ses liens avec l'utilisation de stéroïdes anabolisants. Quatrième partie, de quoi meurt-on quand on a un gros cœur finalement, puisque c'est ça qui fait peur aux gens. Et comme toujours, la conclusion, puisque comme je vous le dis à chaque fois, quand on fait quelque chose, il faut conclure. La première partie, donc, analyse des rapports d'autopsie. On en a deux à notre disposition. Je vais essayer de les caser sur l'écran à ma droite ou à ma gauche, je ne sais pas. Et on va voir un petit peu les différents termes. Donc l'autopsie, c'est quoi? L'autopsie, c'est pratiqué par des médecins légistes, comme alors j'allais dire les experts Miami, mais oui, d'ailleurs dans tous les experts, il y a des médecins légistes, dans toutes les séries judiciaires. Donc c'est ceux qui récupèrent, donc qui reçoivent les cadavres, et qui vont examiner le corps d'abord de façon, ce qu'on appelle macroscopique, c'est-à-dire qu'ils vont regarder l'aspect du corps, et ensuite ils vont regarder organe par organe, donc en ouvrant, en découpant et en regardant éventuellement au microscope. Ils peuvent pratiquer aussi des analyses toxicologiques pour voir ce qui circule, enfin ça circule plus puisque les patients sont morts, mais ce qui est dans le sang, est-ce qu'il y a des drogues, est-ce qu'il y a des toxiques, etc., etc. Donc ça, c'est le rôle des médecins légistes. Donc, premièrement, le rapport d'autopsie de Rich Piana. Donc,
en gros, on voit autopsy findings, donc cardiomégalie. Cardiomégalie, donc c'est la cardiomégalie en français, c'est un terme qui se traduit de la même façon. Ça veut dire qu'on a un gros cœur. Donc son cœur à lui est évalué, enfin il n'est pas évalué, il a été pesé à 670 grammes pour un cœur moyen de environ 300-330 grammes. Donc là, on est à peu près au double. Deuxièmement, il précise mild coronary arteriosclerosis. Donc ça veut dire qu'il y a une infiltration au niveau des coronaires. Les coronaires, ce sont les artères du cœur, avec de l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est, pour simplifier, du dépôt de cholestérol, de la plaque d'athérome qui est un petit peu de calcification, de cholestérol, de dépôt de macrophages, de cellules immunitaires, etc. Bref, c'est une plaque qui va rétrécir et au final boucher vos artères quand vous êtes malade. Donc là, ça veut dire tout simplement qu'il avait finalement une petite infiltration de ses coronaires, mais c'est clairement rien d'alarmant. Donc ses coronaires à Rich Piana étaient plutôt saines. Deuxièmement, il nous parle de ses poumons. Ils nous disent qu'il a une bronchopneumonie avec un épanchement pleural bilatéral qui est purulent, donc du pus dans les plèvres, qui sont des petits feuillets autour des poumons, des sacs pour que les poumons puissent glisser. Donc dans cette plèvre, il y avait du pus. Ça, c'est probablement en rapport avec l'infection pulmonaire qu'il a eue en réanimation, puisqu'une fois qu'il a été intubé, il a fait ce qu'on appelle une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. Je vous laisse chercher le terme sur Google, c'est pas très intéressant, mais en gros, les patients de réanimation, quand on leur fout un tube dans les poumons, et ben, ils s'infectent. C'est pas très étonnant, tant plus qu'ils restent allongés, ils peuvent inhaler, etc. Troisièmement, de l'acide. L'acide, ça veut dire quoi? L'acide, ça veut dire qu'on a du liquide d'acide, c'est un liquide qui va se mettre dans le péritoine, qui est présent dans le péritoine, c'est la définition de l'acide. Cet acide, je ne sais pas d'où il vient, je n'ai aucune idée. Quatrièmement, il nous parle de son cerveau, il y a de l'œdème cérébral, de l'ischémie, de la nécrose, tout ça c'est en rapport avec ce qui lui est arrivé, ce qui n'est pas très clair d'ailleurs, hein, dans le rapport de l'autopsie, ils disent qu'ils ne peuvent pas conclure sur la cause du décès, mais bref, tout ça c'est ce qui lui est arrivé au moment où il a perdu connaissance, où il aurait fait un AVC, où il aurait chuté sur la tête, enfin on ne sait pas très bien ce qu'il a fait, mais en tout cas il a eu des dommages au niveau cérébral. Ça peut être aussi une conséquence tout simplement de l'arrêt cardiaque, puisque quand on est en arrêt cardiaque, il n'y a plus de sang qui circule jusqu'au cerveau, il n'y a donc plus d'oxygène et les neurones vont mourir, et quand ils meurent, eh bien, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'œdème, c'est-à-dire du gonflement, de l'inflammation et de la nécrose. Donc en fait, toute cette partie-là, on ne peut pas conclure. Yellowish discoloration, bref, il avait aussi ce qu'on appelle un ictère, c'est la jaunisse, c'est quand le foie marche moins bien. Et c'est tout ce qu'on a pour lui. Donc, au total, on a surtout un cœur qui était hypertrophié et on avait également une petite infiltration au niveau des coronaires, mais rien de majeur. Et on ne peut pas conclure sur quoi il est mort. Et de toute façon, ce n'est pas très intéressant non plus. Deuxième rapport d'autopsie, celui de Dallas McCarter. Alors là, on a donc un homme de 26 ans, un garçon, qui pesait, ils doivent le dire... Non, ils ne le disent pas. En tout cas, il était de mémoire assez lourd. Je crois qu'il devait faire quelque chose comme 120 kg, ce qui est beaucoup, 120 kg. Autopsy finding, de même, cette fois-ci, lui aussi, il a une sévère cardiomégalie, une cardiomégalie sévère avec 833 grammes. 833 grammes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 2,5 fois, 3 fois le poids moyen d'un cœur humain, avec une hypertrophie ventriculaire gauche, donc le cœur qui était très musclé, très hypertrophique, on va y revenir un petit peu après. Cette fois-ci, lui, il était très malade des artères du cœur, puisqu'on nous précise qu'il avait des coronaires qui étaient sévèrement atteintes, notamment l'artère principale du cœur, une des principales qui s'appelle l'artère interventriculaire antérieure, qui avait une calcification sévère, en tout cas une infiltration très sévère, donc elle était franchement rétrécie. Donc ça, pour le coup, c'est une vraie maladie coronarienne. Ensuite, au niveau de son artère coronaire droite, puisqu'il y a 3 artères principales du cœur, il y avait une atteinte modérée, mais en tout cas significative. Les poumons étaient volumineux, étaient lourds, et là aussi on peut voir le foie, une hépatomégalie, donc hépato c'est hépatique, c'est le foie, mégalie c'est là que ça grossit, qui pesait 4,5 kg. Alors 4,5 kg, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est énorme. Un foie humain normal, c'est à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 800 grammes. Je vais vérifier, d'ailleurs je vais faire un petit edit juste après. Une petite parenthèse, quand on fait des recherches sur PubMed, donc la base de référence scientifique, on retrouve quand même que l'utilisation d'hormones de croissance est fortement corrélée
à l'hypertrophie du foie, au fait que le foie devienne gros, en tout cas du moins chez les poulets. Donc on n'est pas des poulets, mais on peut supposer que c'est pareil chez l'être humain. Donc le mythe que les bodybuilders qui utilisent beaucoup d'hormones de croissance ont les organes internes qui grossissent, et certains vont même jusqu'à dire que c'est ça qui leur cause l'espèce d'abdomen distendu, quand on voit ça, on peut raisonnablement se dire que c'est pas si bête que ça et que ça pourrait être une des conséquences de l'hormone de croissance. Petite parenthèse qui est terminée. Ensuite, il nous parle de ses reins, il avait une hypertrophie des reins et blablabla. Bon, en tout cas, une hypertrophie des reins. En tout cas, tout ça, c'est finalement plutôt normal, puisque quand on pèse 120 kg, quand on est énorme, tout doit être globalement quand même en rapport avec son gabarit. Une petite mamie de 40 kg n'a pas le même rein, n'a pas le même foie et n'a pas le même cœur qu'un bodybuilder de 120 kg qui est jeune. Ça, c'est normal et donc, finalement, assez rien d'étonnant là-dedans. Donc, bon, les rapports d'autopsie, c'est pas super passionnant, à part pour une curiosité un peu morbide, on va pas s'attarder plus dessus. Mais ce qui revient souvent dans les commentaires, et c'est sur ça que je vais développer la chronique, je pense qu'on est déjà peut-être à 7 ou 8 minutes de vidéo, et j'en suis désolé parce que c'est vrai que j'ai tendance à parler beaucoup, mais c'est de bien faire la différence, et c'est ça qui est en général pas bien fait dans la tête des gens. Il y a 3 choses qui sont très différentes. Premièrement, c'est la maladie coronarienne, les coronaires, donc les artères du cœur, c'est le fait d'avoir des artères qui sont rétrécies, qui sont bouchées, et finalement un petit peu toute la maladie qui rentre dans le cadre de l'infarctus. L'infarctus, c'est une situation particulière, mais dans la tête des gens, c'est ça. L'infarctus, l'artère bouchée, c'est une maladie à part entière. Deuxième maladie, c'est ce qu'on appelle la cardiopathie hypertrophique. C'est quand le cœur, il est très gros, mais surtout, non, plus que d'être gros, il est surtout épais. C'est-à-dire que le muscle cardiaque est très épais. Donc finalement, c'est un cœur qui est très musclé. C'est là aussi une maladie particulière. On peut tout à fait faire un infarctus et ne pas avoir un cœur qui est gros, un cœur normal, mais à l'inverse, on peut avoir un cœur très musclé et avoir des artères coronaires tout à fait saines. Donc c'est vraiment 2 choses différentes. Troisième partie, et là aussi on ne fait pas bien la différence, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est tout simplement quand le cœur il n'arrive plus à générer un débit suffisant pour alimenter tous les organes périphériques. L'insuffisance cardiaque, c'est la conséquence finale de toutes les maladies cardiaques, pour simplifier. Là aussi, on peut être insuffisant cardiaque sans avoir un cœur qui est gros, sans avoir un cœur qui est musclé, sans avoir fait d'infarctus. On peut être insuffisant cardiaque pour tout un tas de raisons, et donc c'est finalement une maladie à part, et donc il ne faut pas mélanger les 3. Donc le fait d'avoir un cœur qui est hypertrophié, le fait d'avoir des artères qui sont malades, c'est 2 choses qui ne se rejoignent pas, en tout cas qui ne se rejoignent pas forcément. On peut être malade des artères et avoir un gros cœur, mais le plus souvent, ça n'a pas de rapport. Donc aujourd'hui, puisqu'on a déjà un petit peu parlé de l'infarctus dans la chronique de Rich Piana, vous pouvez la retrouver sur la chaîne de Cher Fitness. On va pas développer plus, peut-être que je ferai une chronique spéciale sur l'infarctus puisque j'ai pas traité tout le sujet et que ça intéresse les gens. En tout cas, je vois les gens qui me parlent sur Instagram, sur mes stories, ça les intéresse, ce qui est cool, ça me fait très plaisir d'ailleurs. Merci. Et aujourd'hui, donc, ça va être la cardiopathie hypertrophique. Donc, deuxième partie, la cardiopathie hypertrophique, c'est quoi? Le cœur, donc, c'est un muscle, c'est un tissu musculaire, puisque le cœur a une action de contraction, c'est une pompe. Le sang remplit le cœur ensuite va se contracter pour éjecter dans l'aorte et puis dans les vaisseaux, les artères périphériques pour alimenter tout l'organisme. Il y a également dans le cœur d'autres tissus, il y a notamment des tissus de conduction, puisque le cœur c'est également une activité électrique. Et troisièmement, il y a des valves. Les valves, c'est un petit peu des valves anti-retour pour éviter que le sang il circule dans les 2 sens, pour être très schématique. Et donc, cette cardiopathie hypertrophique, c'est quand le muscle cardiaque va être très épais, va être très musclé. Donc pour schématiser, c'est quand on a un cœur qui est très gros, mais surtout très musclé. Pas forcément gros, dilaté, mais surtout musclé. C'est ça la chose principale. Et alors, je ne garantis pas que je le fasse à l'editing, mais je vais essayer de vous mettre des boucles, des vidéos d'échographie cardiaque pour vous montrer la différence entre un cœur normal, qui n'est pas hypertrophié, et un cœur hypertrophié, donc à l'extrême, c'est-à-dire dans des maladies, et si je ne le fais pas, je le couperai au montage, donc voilà, on va voir. Donc le cœur normal, c'est environ 300 grammes, mais dans des cas particuliers, le cœur il peut vraiment s'hypertrophier et se dilater, et monter jusqu'à des poids, comme on a vu, 830 grammes chez le jeune bodybuilder qui n'avait que 26 ans. Pourquoi une hypertrophie cardiaque? Alors, il y a 2 cas de figure. Premièrement, c'est tout ce qui est hypertrophie cardiaque,
ce qu'on va appeler secondaire. C'est-à-dire que l'hypertrophie du cœur, le cœur se muscle parce qu'on lui impose de se muscler. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comme tous les muscles de l'organisme, quand on fait travailler un muscle, il va se développer. Quand vous allez à la salle de sport, vous faites du curl biceps, votre biceps, il se dit « Oula, on me demande un effort, il faut que je m'adapte pour répondre à cet effort ». Donc, le cœur, c'est pareil. Quand on lui dit « Il faut que tu pompes plus fort », il va devoir s'adapter. En pratique, tous les sports ne font pas d'hypertrophie cardiaque, en tout cas, certains plus que d'autres. Donc, quand est-ce qu'il va falloir que le cœur force ? Eh bien, c'est un phénomène finalement de mécanique des fluides, mécanique des tuyaux. Quand il y a un obstacle à l'éjection du cœur, quand le cœur, à la sortie, il va y avoir quelque chose qui fait qu'il doit forcer plus pour éjecter le sang, il va devoir s'hypertrophier. En pratique, c'est principalement l'hypertension artérielle, c'est-à-dire que si on a une pression dans le vaisseau qui est à la sortie du cœur qui est élevée, ça veut dire que le cœur il va devoir souffler, il va devoir pomper beaucoup plus et donc il va devoir se muscler. Pour vous donner un exemple, si vous voulez gonfler un ballon de baudruche, vous allez pouvoir le gonfler assez facilement. Si par contre vous essayez de gonfler un ballon de foot qui est en cuir très rigide avec votre bouche, vous n'allez pas y arriver. En tout cas, vous allez devoir forcer énormément pour le gonfler. Donc en pratique, le cœur c'est pareil, à force de devoir forcer pour éjecter le sang, il s'hypertrophie. Donc l'hypertension artérielle c'est ça, mais d'autres maladies, notamment les maladies des valves qui se rétrécissent. Quand les valves se rétrécissent, c'est comme la valve c'est la porte à la sortie du cœur. Si la porte elle s'ouvre plus, qu'elle est fermée, du coup il faut qu'il force plus pour arriver à passer. Tout ça c'est ce qu'on appelle les causes secondaires. Deuxième cas de figure, c'est toutes les causes qu'on appelle primitives, c'est-à-dire que le cœur il va s'hypertrophier, il va se muscler sans qu'il y ait de stimulus qui lui demande de s'hypertrophier, en tout cas pas de façon secondaire. Donc c'est principalement toutes les maladies génétiques où il y a des mutations dans le muscle et le muscle il n'est pas régulé et donc il va s'hypertrophier, il va devenir gros. Donc ça va pas trop nous intéresser, mais il faut pour votre culture générale que vous sachiez que c'est quand même une des causes les plus fréquentes de mort subite chez le jeune, et notamment quand on voit parfois c'est le cas classique du jeune de 25 ou 30 ans qui meurt sur le terrain de foot pendant un effort, souvent c'est soit des troubles du rythme, soit c'est justement cette fameuse cardiopathie hypertrophique génétique. C'est des maladies cardiaques qui sont présentes dès la naissance et qui ne sont pas forcément détectées, pas forcément diagnostiquées, et qui vont finir par se manifester à l'effort, notamment dans le cadre du foot par exemple, ou de la musculation ou d'autres, et ça peut arriver. C'est la fin de la partie. Troisième partie maintenant, pourquoi est-ce que quand on prend des stéroïdes anabolisants, quel est le rapport entre les stéroïdes anabolisants et cette hypertrophie du cœur? Il y a à mon sens 4 facteurs, et c'est à mon sens, mais c'est aussi au sens de la science, puisque c'est ce qu'on retrouve sur la littérature scientifique. La première chose, c'est l'action indirecte. Les stéroïdes anabolisants, ils ont comme conséquence de faire monter la tension artérielle. Donc cette tension artérielle, comme on l'a vu tout à l'heure, va augmenter la résistance à l'écoulement du cœur, et donc le cœur va devoir monter, monter en pression, et donc il va devoir se contracter plus fort, et donc à la longue il va se muscler. Deuxièmement, c'est par l'action directe. A priori, ce qui ressortirait, c'est que les stéroïdes anabolisants ont une action directe sur le muscle cardiaque, parce qu'il y a des récepteurs androgéniques, c'est-à-dire que les cellules musculaires, les myocytes, les cellules musculaires cardiaques, ont des récepteurs aux anabolisants stéroïdiens, et donc quand les anabolisants se lisent sur ces cellules, elles reçoivent l'ordre de se développer et donc de se muscler. Deuxièmement, c'est par l'action du système rénine-angiotensin-aldostérone. Pour les puristes qui veulent aller voir ce que c'est, je vous laisse pour l'instant taper sur Google. Peut-être qu'on y reviendra dans une chronique ou peut-être pas, ça va dépendre un petit peu de mon envie. En tout cas, ce sont des molécules qui sont associées aux hormones stéroïdiennes et qui vont avoir une action là aussi fibrosante et hypertrophique sur le cœur. Troisièmement, là aussi c'est l'action indirecte, c'est-à-dire que finalement si on prend des stéroïdes anabolisants quand on fait de la muscu, c'est aussi, comme je viens de le dire, qu'on fait de la muscu. La musculation, c'est un sport qui a tendance à favoriser l'hypertrophie. C'est un sport où on va travailler en anaérobie, où on va travailler en effort assez court, assez intense, où là aussi il va y avoir surtout une forte résistance
à l'écoulement du sang, une résistance à l'éjection du cœur, plus que dans les sports de type cardio où on va courir et là où il n'y a pas vraiment de résistance pour le cœur, où il faut plutôt maintenir un débit important pendant une longue période. Donc pour schématiser, tout ce qui va être sport d'endurance va avoir plutôt tendance à dilater le cœur sans l'hypertrophier. Le fait de dilater le cœur fait qu'en fait il va avoir une plus grosse réserve de sang à éjecter. A l'inverse, tout ce qui est sport de type plus rapide, explosif, la musculation, l'haltérophilie, les lancers de poids, le sprint dans une moindre mesure. En tout cas, tout ça, ça fait que le cœur il va devoir forcer pendant des efforts assez brefs. Et finalement, c'est comme en muscu, si vous faites des séries de 100 reps, vous n'allez pas devenir gros. A l'inverse, si vous faites des séries plutôt courtes et plutôt lourdes, vous allez vous muscler. Donc pour cette raison-là aussi, c'est pour ça que les gens qui prennent des stéroïdes ont le plus souvent un gros cœur. Quatrièmement, ça c'est un effet indirect, c'est que la taille du cœur est proportionnelle à la masse corporelle. Comme je l'ai dit en introduction, Mamie 40 kg n'aura pas le même cœur que, Ronnie Coleman, 130 kg, 6% de body fat, donc logique. Voilà. Quatrième partie, la cardiopathie hypertrophique et ses conséquences. Finalement, en quoi c'est grave d'avoir un cœur qui est musclé, puisque le fait d'avoir un biceps qui est hypertrophié, c'est en général pas grave, et je vais même jusqu'à dire que c'est ce qu'on recherche. Il y a à mon sens, trois principales conséquences. Si j'arrive à faire une phrase, je suis désolé, il est presque 20h, je commence à fatiguer. Trois principales conséquences de l'hypertrophie cardiaque. La première, ce sont les troubles du rythme. Les troubles du rythme, donc c'est l'arythmie, c'est une anomalie de l'électricité du cœur. Parfois, le cœur peut s'emballer, faire des troubles du rythme, et notamment des troubles du rythme qu'on appelle ventriculaires, qui sont en général graves puisqu'ils peuvent conduire au décès, notamment la tachycardie ventriculaire ou ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire. C'est ce qu'on voit dans les films quand le tracé il va dans tous les sens et quand d'un coup les médecins ils disent vite, sortez le défibrillateur. On défibrille la fibrillation, c'est logique, on met des palettes, on met un grand coup de choc et la personne repart. Donc ça c'est dans les films, sauf que si ça survient quand vous êtes chez vous tout seul et qu'il n'y a pas le docteur House ou docteur Mamour pour venir vous mettre un coup de palette, vous êtes chez vous et vous êtes mort. Et c'est probablement ce qui est arrivé à nos deux amis qui sont finalement morts chez eux, qui ont été retrouvés tout bleus, puisque quand ils sont en arrêt cardiaque, ils ne respirent plus et donc ils sont en hypoxie et donc ils sont bleus. Donc finalement, c'était peut-être pas un étouffement suite à quelque chose d'alimentaire, encore qu'ils pouvaient très bien être en train de manger et avoir fait un trouble du rythme et tomber dans le coma, être en arrêt cardiaque, mais c'est peut-être quelque chose de totalement fortuit. Deuxième chose, donc c'est la mort subite, soit par les troubles du rythme comme on a vu juste avant, soit, deuxième chose, par finalement ce qu'on appelle soit la systolie, c'est d'emblée le tracé plat, soit la dissociation électromécanique, c'est-à-dire que le cœur continue d'avoir une activité électrique, mais la pompe, le muscle, il est dit stop et fin, j'arrête. Donc ça, en fait, tout simplement, le cœur, une fois qu'il est trop gros, il consomme énormément d'oxygène et surtout, il peut y avoir, pour simplifier au maximum, des obstacles dans le cœur à l'éjection du flux. En gros, le cœur, il se contracte, mais il est tellement gros qu'en fait, il n'y a plus de place pour que le sang il puisse sortir tranquillement et donc ça fait des phénomènes de surpression à l'intérieur du cœur et ça fait que le cœur il peut, entre guillemets, désamorcer et donc là aussi, vous êtes mort. Donc deux raisons qui font qu'on peut mourir à cause de ça et que c'est une maladie qui est grave. Et que c'est pour ça qu'on propose à ces patients de porter des défibrillateurs en prévention, c'est-à-dire que des défibrillateurs implantables sous la peau qui vont, en cas de trouble du rythme, et surtout s'ils sont en train de dormir ou s'ils sont tout seuls chez eux, leur mettre un coup de jus pour les faire repartir et éviter que justement personne ne soit là pour les réanimer. Donc ça fait partie du traitement, on ne va pas rentrer dans les détails. Troisième conséquence, c'est l'insuffisance cardiaque. Elle est plutôt rare par rapport à d'autres maladies cardiaques, mais ça peut quand même arriver, notamment à l'effort pour des mécanismes hémodynamiques, donc de gestion des flux. Mais à l'effort, ça peut entraîner de l'essoufflement et des malaises, des pertes de connaissance. Toutes ces conséquences font que la cardiopathie hypertrophique, c'est quelque chose d'assez grave et donc d'où l'intérêt de surveiller ces patients. Et donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Ça veut dire que si vous prenez des stéroïdes anabolisants, vous avez tout intérêt à probablement voir un cardiologue, au moins en dépistage, pour faire une échographie de contrôle ou de dépistage, puisque avec l'échographie, on peut voir la morphologie de votre cœur. Et même si on ne peut pas tout prévoir, notamment on ne peut pas prédire l'atteinte des artères, mais en tout cas en termes de morphologie, on peut voir si votre cœur il est hypertrophié ou pas. Et donc ça peut être quelque chose de très intéressant à faire au moins peut-être une fois,
Je ne vais pas m'avancer sur les délais en tout cas. Ça, c'est à individualiser. En tout cas, faites-le au moins une fois pour voir où vous en êtes. Je pense que c'est plutôt un bon conseil. De la même façon, un électrocardiogramme peut là aussi dépister l'hypertrophie par certaines anomalies électriques. Et d'ailleurs, on voit dans le rapport d'autopsie que Dallas McCarver, eh bien, il avait déjà des signes avant d'hypertrophie quand il avait perdu connaissance sur scène. Ils nous disent qu'il avait eu un contrôle et que l'électrocardiogramme montrait déjà une hypertrophie ventriculaire gauche, donc une cardiopathie hypertrophique. Donc on ne sait pas s'il a été traité, s'il a été suivi ou si on lui avait dit de ne plus faire de sport, mais en tout cas c'est quelque chose qui avait déjà été dépisté, même si malheureusement pour lui ça n'a pas permis de le sauver puisqu'il est mort un petit peu après. Je crois que je vous ai tout dit, j'espère que j'ai pas été trop long et que c'était quand même intéressant. Que vous dire de plus? Donc c'est la fin de cette chronique, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je n'ai pas une tête trop défoncée et que je ne suis pas trop fatigué. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques, on a d'autres sujets, d'autres critiques de livres, bref, je vais essayer de me remettre dans le bain et de maintenir le rythme pour vous faire quand même des vidéos, au moins, on va dire, une toutes les 2 semaines, je pense que c'est un bon timing. Bref, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Dr Miaous, qui va s'afficher ici, comme toujours, dans les podcasts à venir sur Share Fitness avec d'autres intervenants. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut! Je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. De toute façon, il faut que je rentre chez moi, il est 20h. Salut!